Alors tout d'abord, bonsoir à tous. Merci pour, votre participation et le nombre de personnes connectées témoigne de l'intérêt pour ce sujet. Donc nous vous remercions, de nous avoir rejoints pour ce soir pour, débattre d'un thème d'actualité, un thème donc, sur l'intégration de critères extra-financiers dans les décisions d'investissement à l'heure des évolutions réglementaires. Pierre-Henri Floquet, président donc de la commission finance et gestion d'actifs à l'Institut des actuaires, et moi-même, Christelle Cure, membre de cette même commission, aurons donc le plaisir d'animer ce soir cette table ronde. Depuis quelques années, sous l'impulsion notamment de la COP 21 en 2015, l'industrie financière prend de plus en plus conscience du rôle qu'elle a à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. La crise de la Covid va certainement jouer un rôle d'accélérateur dans cette prise de conscience. On assiste de plus en plus à l'intégration de critères financiers dans les décisions d'investissement. On parle beaucoup du facteur environnemental, notamment dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais on a également des critères qui peuvent être de l'ordre du social, du sociétal et de la gouvernance. C'est donc dans ce contexte nouveau et en pleine transformation que de nombreuses initiatives ont été lancées depuis quelques années par les instances comme la Commission européenne, l'EIOPA, la CPR pour la France. Et en fait, ces différentes initiatives ont pour but de faire évoluer la réglementation et l'objectif, c'est vraiment d'inciter la prise en compte de critères extra-financiers en sus des critères financiers traditionnellement utilisés dans les décisions d'investissement, mais également d'encadrer, d'harmoniser les différentes démarches qui sont aujourd'hui très hétérogènes et peu normées. Donc, au cours de cette table ronde, nous tenterons de répondre à différentes questions. La première, c'est l'intégration RG. Est-ce que c'est un facteur de transformation du rôle de l'entreprise du secteur financier, à la fois en tant qu'investisseur et intermédiaire? La deuxième question à laquelle nous tenterons de répondre tient à la manière de concilier les critères traditionnels d'investissement qui portent donc sur le couple rendement-risque par rapport aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et enfin, la troisième question à laquelle nous allons essayer de répondre est comment investir de manière durable. Donc, pour répondre à ces différentes questions, nous avons le plaisir d'accueillir Anne Courrier. Donc, Anne est directrice des investissements du groupe UMG Vive. Donc, Anne, après un passage à la salle des marchés de la Banque de France, a effectué toute sa carrière dans la gestion d'actifs, que ce soit en tant que dirigeante de sociétés de gestion, comme la Banque de France Gestion ou Fédéré Gestion, ou alors en tant que directrice des investissements auprès d'investisseurs institutionnels, comme le Fonds de réserve pour les retraites, Malakoff Médéric ou actuellement UMG Vive. Nous aurons également le plaisir d'accueillir Emmanuel Rocher. Emmanuel est directeur adjoint des affaires internationales de la CPR. Il a démarré son parcours professionnel à la Banque de France dans des fonctions de contrôle au sein du secrétariat général de la commission bancaire puis à l'inspection. Après différents rôles au sein de la Direction générale des études économiques, il a été nommé chef de cabinet du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, de 2015 à 2019. Et enfin, nous aurons un troisième intervenant dans notre panel, Laurent Deborde. Donc, Laurent est directeur du pôle Actions et Fonds de la Direction des gestions d'actifs de la Caisse des dépôts et consignations. Laurent a exercé différentes fonctions dans la gestion d'actifs, que ce soit chez BHF France, CDC Gestion ou XISAM, et il a rejoint le groupe Caisse des dépôts en 2000, où il a eu différents rôles, comme celui de responsable de l'innovation dans les portefeuilles de gestion d'actifs. Donc, nous allons avoir une table ronde qui va durer environ 45 minutes, à l'issue de laquelle nous aurons une session de questions-réponses. Et je vous invite d'ores et déjà à poser les questions dans le chat qui est prévu à cet effet. Donc, je vous propose de démarrer la table ronde et je propose de démarrer par Emmanuel. Donc, Emmanuel, ma première question serait quel est le rôle des autorités de tutelle dans le développement des approches ESG et plus globalement, où en sommes-nous pour le secteur bancaire et assurance? D'accord, merci. Bonjour à tous. Merci Christelle pour cette question introductive déjà très large. Vous me dites si jamais vous m'entendez pas, mais je présume que ça va. Alors, les autorités de tutelle, bon, je préfère parler plutôt
d'autorité de supervision et de réglementation. Alors c'est vrai que l'ACPR, en fait, elle a aujourd'hui un double rôle. Bien sûr, c'est une autorité de supervision, donc elle est chargée de la bonne application des textes en vigueur. Je vais un peu m'étendre sur ce sujet. Aussi, on a un rôle réglementaire dans la mesure où on contribue dans un grand nombre de groupes de travail européens et internationaux à la préparation des futures réglementations. Et donc aussi, on contribue à ce qui est un peu considéré comme de la soft law, c'est-à-dire une sorte de contribution à la préparation d'une doctrine internationale qui s'applique ensuite en matière de supervision. Okay, même si ce n'est pas de la réglementation en dur. Alors, en matière réglementaire, en termes d'actualité sur les sujets ESG, l'ACPR travaille aujourd'hui avec un certain nombre d'autres autorités européennes à la préparation de l'élaboration des actes délégués d'un texte très important européen qui est le règlement Disclosure. Ce règlement donc, va entrer en vigueur en mars 2021 et va s'appliquer aux entreprises financières et précisément aux gestionnaires d'actifs, aux entreprises d'assurance et aux banques et entreprises d'investissement qui ont des activités de gestion pour compte de tiers. Ce texte, j'en parle parce que c'est un texte qui sera très important pour les futures exigences qui vont être, disons, mises en vigueur, enfin, et s'imposer aux entreprises d'assurance. Et en particulier, c'est un texte très ambitieux parce qu'il va mettre en place ce qu'on appelle, dans notre jargon, ce qu'on appelle une approche de double matérialité, ce qui est assez spécifique à l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire la double matérialité? C'est à la fois qu'on va chercher à rendre compte de la façon dont les risques de transition, les risques de changement climatique impactent les entreprises et les organismes d'assurance. Et en retour, comment les entreprises d'assurance, au travers de leurs activités, de leur politique d'investissement, elles exercent un impact, un effet sur le risque de changement climatique de manière positive ou négative. Donc, le règlement Disclosure va demander aux entreprises de publier deux types d'entreprises financières, les trois grandes catégories que j'ai mentionnées, deux types d'informations qui seront à mettre à disposition du public, à la fois un rapport des informations sur la façon dont elles intègrent les risques de changement climatique, sur comment ces risques les impactent sur leur bilan, comment elles les intègrent dans leur dispositif de gestion des risques internes. Et puis aussi, elles devront communiquer des informations sur la façon dont leurs décisions d'investissement, les entreprises dans lesquelles elles investissent, est susceptible d'exercer une influence sur les risques environnementaux, comment ça et c'est ce double mouvement. Et ces deux types d'informations seront obligatoires pour les entreprises de plus de 500 salariés et optionnelles pour les autres catégories de sociétés. Alors, en parallèle du cadre européen, il y a un travail aussi national qui est en route, puisque vous savez, il y a eu le vote de la nouvelle loi énergie et climat, avec notamment un article 29 qui est très important, sur lequel nous travaillons avec la Direction générale du Trésor, puisqu'il y a un décret d'application qui est en préparation. Donc cet article 29 va venir se substituer à l'article 173 que vous connaissez déjà bien, donc il y aura des nouvelles obligations de publication d'informations. Comme c'est à peu près concomitant avec le travail du règlement européen, nous travaillons étroitement, comme je le disais, avec la direction du Trésor pour faire en sorte que ces exigences de publication soient les plus imbriquées possibles et pour qu'on n'ait pas enfin en tout cas un minimum de duplication et qu'on ait des exigences qui soient les plus alignées possibles. Sur le plan réglementaire, il y a aussi un autre chantier dont je parlerai un peu moins, qui concerne cette fois-ci davantage des exigences en termes de capital réglementaire. C'est-à-dire, est-ce que donc les régulateurs travaillent au niveau européen et international sur le fait de savoir si les risques de changement climatique et les actifs bruns, les actifs verts sont susceptibles de jouer un rôle sur la façon dont on calcule les exigences en fonds propres des organismes d'assurance. Aujourd'hui, c'est des travaux qui sont, il faut le reconnaître, à un stade qui est relativement peu avancé. Donc, on travaille, c'est des discussions qui sont en cours, mais les travaux ne sont pas encore arrivés à un point conclusif. Donc, je les mentionne juste. Ça fait partie du paysage. Ce n'est pas quelque chose qui va aboutir dans les toutes prochaines années, mais sans doute à un horizon de quelques années qu'il faut bien sûr avoir en compte. Alors, en termes de supervision, je voulais juste mentionner une chose, c'est qu'évidemment, la CPR, puisqu'elle était en charge de la supervision des rapports article 173,
elle a gagné par rapport à d'autres superviseurs européens une expérience, une expertise dans l'analyse de ces rapports et on a déduit un certain nombre d'éléments qui nous ont été utiles, notamment lorsqu'on participe aux travaux sur les négociations européennes du texte dont je parlais, le règlement disclosure, entre autres, mais d'autres textes aussi. Je voulais partager avec vous peut-être quelques conclusions de l'analyse des rapports qu'on a faites sur ces articles 173 et quels enseignements on en tire pour le secteur de l'assurance, même si vous pourrez trouver sur le site internet de la CPR des choses plus développées, puisqu'on a publié un compte-rendu un peu de cette activité d'analyse de nos rapports. Ce qu'on a conclu, c'est qu'en fait, dans la grande majorité des cas, hein, la définition du changement climatique est quelque chose qui est déjà largement maintenant répandu parmi les principaux, vraiment un grand nombre d'organismes d'assurance. De même, la façon dont les risques de changement climatique se déclinent entre ces trois grandes catégories que sont le risque physique, le risque de transition et le risque de réputation, c'est des catégories qui sont déjà désormais là aussi assez largement comprises et intégrées au sein des établissements. En revanche, ce qui est assez hétérogène encore, ce sont les outils, les méthodologies, les instruments de mesure qu'utilisent les entreprises pour essayer de mesurer l'impact de ces risques de changement climatique sur leur activité, sur leurs risques. Donc c'est vrai que de ce point de vue, si on regarde un peu les bilans des entreprises d'assurance, il y a sans doute un certain nombre de choses qui sont déjà bien comprises et sans doute qui placent en tout cas les organismes d'assurance en avance par rapport à d'autres secteurs et d'autres acteurs financiers. Souvent, à l'actif du bilan, les entreprises d'assurance ont déjà une assez bonne mesure, ont des instruments de mesure du risque de changement climatique sur leurs actifs, au travers soit d'une notation qui est déjà en place, une notation ESG, soit parce qu'elles utilisent d'autres critères comme l'empreinte carbone des entreprises dans lesquelles elles investissent. Et côté passif, elles ont aussi, ces entreprises d'assurance, déjà une connaissance un peu plus avancée que d'autres, simplement parce que du simple fait de la localisation des activités et des biens et des personnes qui sont assurées, une compréhension assez immédiate ou naturelle de l'impact que ces risques peuvent avoir sur les risques. Mais c'est vrai que cette dimension prospective, elle est sans doute encore aujourd'hui à renforcer. Comme je le disais, les assureurs ont déjà des outils qu'ils utilisent plus que d'autres. Je pense en particulier aux tests de résistance qui leur donnent une avance sur d'autres acteurs. Mais on a considéré, on continue de penser que ces tests de résistance sont souvent d'une durée un peu trop courte. Donc, en moyenne, c'est plutôt autour de 5 ans, alors que les impacts en termes de changement climatique vont se matérialiser sur des horizons plus longs. 25, 30 ans, même au-delà. Donc il y a des raffinements à faire de ce côté-là, et puis la contrainte qu'on ne pourra pas utiliser simplement les données historiques qui sont de toute façon insuffisantes pour bien capturer les risques, sachant qu'on est face à des événements dont à la fois l'intensité et la fréquence est en train de changer de manière très significative, et ce, à un horizon vraiment très court, on le constate déjà aujourd'hui. C'est pourquoi la CPR, et je vais m'en arrêter là pour cette première réponse, a été très active en 2020, comme vous le savez, pour essayer de proposer au secteur de l'assurance des scénarios et donner donc ces éléments de prospection pour travailler sur l'impact des risques climatiques. Donc on a lancé dès cette année ce premier exercice pilote d'analyse des risques et des scénarios, en fournissant donc toute une série de scénarios, et les entreprises, bon nombre d'entre elles, ont participé à l'exercice en intégrant ces scénarios et en faisant des simulations sur leur bilan, sur leur risque. On fera, donc là, on est en train de faire une synthèse un peu de toutes les informations collectées auprès des entreprises contributrices, et on fera une restitution à l'industrie au plus tard avant la fin donc, du premier semestre 2021. Et puis, c'est vrai qu'un exercice un peu similaire va sans doute être lancé prochainement par l'autorité européenne EIOPA, qui va travailler aussi sur ces scénarios. Et on travaille déjà avec EIOPA d'ailleurs pour que en fait, les travaux qu'on a menés soient aussi le plus utilement utilisés par EIOPA et les autres organismes d'assurance. Voilà un peu le panorama que je voulais brosser pour répondre à votre première question, Christelle. Merci. Merci Emmanuel. Je vais me tourner maintenant vers Anne. Anne, qui va nous expliquer un petit peu comment justement le groupe Vive a pu intégrer ces différents éléments. Et en particulier, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que la réglementation était pour vous le seul vecteur d'intégration des critères extra-financiers dans vos décisions d'investissement?
Et quelle démarche avez-vous entreprise au sein du groupe UMG Vive? Si. Alors, heureusement, on n'a pas attendu la réglementation pour avoir une approche d'investisseur responsable. Le groupe VIF, c'est un groupe de mutuelle santé et aussi prévoyance. Donc, leur objet social est déjà centré sur le développement humain. La solidarité, elle est dans le modèle économique et le principe démocratique dans les modes de fonctionnement. Donc, tout ça faisait déjà un terreau très favorable et ça fait bien une bonne dizaine d'années que la quasi-totalité des mutuelles du groupe ont mis en place une politique ISR. Alors, une politique ISR historique, hein, première génération, ce qui n'a rien de péjoratif, donc qui tournait autour de l'intégration ou la prise en compte de critères extra-financiers dans l'analyse des émetteurs et de tous les titres qui pouvaient entrer en portefeuille, une utilisation des controverses ou des moins bonnes notes pour gérer un risque de réputation, de dire je ne veux pas être associé par mes investissements à des comportements qui sont des comportements répréhensibles. Et puis, un certain nombre d'exclusions dites normatives, hein, de dire que les États comme les entreprises qui ne respectent pas les grandes conventions internationales sur les droits de l'homme, le droit du travail, eh bien, on ne veut pas qu'elles soient dans les portefeuilles. Et de façon plus précise, il y avait également, dès l'origine, un fléchage des investissements, alors sur le non-coté, mais aussi sur certains actifs cotés, vers des entreprises jugées à forte plus-value sociale, avec un prisme territoire, parce que les mutuelles sont très implantées dans les territoires, et emploi, maintien ou développement de l'emploi dans les territoires. Donc, ce que la réglementation a apporté, c'est un cran supplémentaire, mais un peu comme pour tout le monde, on a été dans une démarche classique liée au fameux article 173 qui vit ces derniers jours, donc de mieux formaliser ces politiques. Et ce sur quoi on se concentre aujourd'hui, c'est de dire OK, la réglementation est très concentrée pour l'instant sur le volet environnemental et climatique, mais nous, Vive, entrepreneurs du mieux vivre, notre fonction, c'est d'accompagner tous les moments de vie, et donc il ne faut pas qu'on néglige ce volet social. Donc ça, on le fait en parfaite coordination avec la RSE du groupe ou la politique du développement durable. Hein, le principe, c'est de dire que les 17 objectifs du développement durable nous concernent. On ne choisit pas, on ne dit pas, tiens, celui-là, franchement, ce n'est pas trop mon objet. Il nous concerne de façon directe ou indirecte, plus ou moins, et donc a été défini de façon conjointe 4 grands axes pour infléchir nos investissements, mais le reste de l'activité du groupe aussi. Donc, qui couvre ces 17 objectifs. Le premier, ça va être sur les environnements promoteurs de santé. Donc, là-dedans, on va trouver tout ce qui est accès aux soins, mais également tout ce qui est exclusion des émetteurs ou des secteurs ou des activités qui sont néfastes pour la santé. Ça va être également tout l'impact du changement climatique sur la santé. On a un thème préservation de toutes les ressources où on va trouver pas mal de problématiques environnementales, hein, la biodiversité, l'énergie propre, les bâtiments durables, etc., etc. Le travail comme facteur de développement individuel et collectif. Donc là, toutes les notions dont on parle plutôt pas mal en ce moment de formation, d'équité, de diversité, santé et sécurité au travail. Et puis, la société plus inclusive dans laquelle il y aura ce qui est création d'emplois, notamment accès à l'emploi des populations les plus fragiles ou les plus exclues, comme les travailleurs handicapés, l'accessibilité numérique, l'accessibilité aux soins d'un point de vue financier, mais aussi parcours de soins, et puis les infrastructures, l'efficacité énergétique. Voilà. Donc ça, c'est le volet un peu social sur lequel on veut vraiment se concentrer et pour lequel on trouvera des indicateurs pour montrer que on dit, mais on fait aussi. Et puis le deuxième volet sur lequel on veut avoir une ambition, et là c'est vrai que la réglementation est un puissant aiguillon et qu'elle va l'être encore plus, c'est de travailler sur notre stratégie climat. Donc on a fait un bilan complet de où on en était. Alors au-delà de l'empreinte carbone qui maintenant, c'était ce qui a été retenu majoritairement par les investisseurs dans l'article 173, ça, à peu près tout le monde le fait. Les volets suivants, c'est un peu plus compliqué. Donc on part de cette situation et on essaye d'apprécier, c'était toute l'intelligence de cette réglementation, de dire j'introduis les risques. Je dis, vous courez des risques sur vos investissements parce qu'il y a des évolutions climatiques avec des risques de transition et des risques physiques. Est-ce que vous en êtes conscient et est-ce que vous avez regardé lesquels vous portez? Donc, on a fait cette approche-là de cartographier un peu le portefeuille. Alors, on est sur du qualitatif dans un premier temps, avec des zones, avec des émetteurs, avec des secteurs, des États, et on regarde ce que ça donne pour voir si ça fait peur ou pas. Et ça, ce sont
des sujets d'ailleurs, la réglementation a aidé à ça aussi, qu'on partage avec le reste de l'entreprise. On n'est plus concentré sur la seule sphère d'investissement, parce que si dans cette cartographie, on détecte que par exemple, notre patrimoine immobilier peut être concerné dans certaines zones où un émetteur peut être concerné par des risques d'inondation ou des risques sismiques, et que c'est un client du groupe, bah, peut-être que la direction commerciale sera intéressée à le savoir, la direction des risques en tout cas forcément. Donc, on a fait ce premier bilan qualitatif, puis après, on essaye de le traduire en données financières. C'est ce que disait Emmanuel, ce sont les exercices de projection de scénarios. Donc, on s'est appuyé sur les scénarios de la CPR. L'année dernière, on l'avait fait avec la Banque d'Angleterre. C'était tout ce qu'on avait trouvé. Cette année, on était ravis d'avoir ces scénarios-là pour projeter le portefeuille et dire ben, qu'est-ce que je peux subir comme impact de valorisation immédiat ou de perte de rendement dans la durée, en projetant ça de façon assez longue. Et donc, est-ce que ça va m'amener à infléchir différemment mes allocations? Troisième étape, c'est est-ce que mon portefeuille est aligné avec une trajectoire de degrés? La réponse est non, mais elle est non pour tout le monde. Mais voilà, après, c'est regarder où c'est le plus flagrant. Alors, il y a un sujet sur les méthodos, ça on est d'accord, c'est encore, c'est pas homogène, c'est pas exhaustif, mais voilà, on peut déjà faire cette approche-là et en tirer eh bien, les engagements qu'on va souhaiter prendre, quantitatifs, datés, concernant ce volet climatique. Donc voilà, je dirais que c'est un chemin, c'est un apprentissage et une progression. Et c'est vrai que la réglementation de ce point de vue-là est plus que fortement incitative, puisqu'on doit rendre compte de tous ces efforts d'implémentation et de la façon dont on est acteur dans la lutte contre le réchauffement climatique. Très bien, merci Anne. Je vais me tourner vers Laurent. Donc, en tant qu'investisseur institutionnel, la Caisse des dépôts a lancé l'an passé le projet Objectif Climat. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots et puis nous donner quelques indications sur les solutions qui ont été retenues? Bah, volontiers, oui. Alors déjà, enfin, la Caisse des dépôts a été à l'origine de l'idée, en fait, et a rassemblé des investisseurs institutionnels autour d'elle, mais en fait, ça a été un travail très collectif. On a une douzaine d'investisseurs institutionnels, 10 au départ, et puis finalement une douzaine avec le soutien d'instances de place, à commencer par la Fédération française de l'assurance, mais aussi la F2I, la FG, Finance for Tomorrow, voilà, et puis des instances plus proches de la Caisse des dépôts elle-même, comme Novetic ou I4C. Qui nous ont soutenus. Mais globalement, tout ce travail a été, oui, j'insiste, collectif, investisseurs institutionnels. On a eu le réflexe de se tourner d'abord vers des investisseurs institutionnels, ceux qu'on connaît le mieux, qui sont les assureurs vie. Mais on aurait sans doute dû aussi s'adresser aux assureurs santé, en fait. On a sans doute tort de ne pas le faire. J'y pense en voyant Anne Courrier. Et donc, que je suis sûr aurait accueilli l'initiative avec enthousiasme aussi. Et donc, du coup, effectivement, une initiative d'investisseurs de long terme. On a tous bien entendu l'article 173 en tête, mais là, ce qui nous réunissait, c'était plus l'idée, ensemble, on avait échangé informellement avant, de ce qu'on était tous soucieux, finalement, de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique d'une part, et puis d'autre part, plus précisément, puisque, comme son nom l'indique, le projet Objectif Climat, c'est spécifiquement sur le climat. Et là, l'idée, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour à la fois contribuer en tant que financier à la lutte contre le réchauffement climatique, en tant qu'investisseur de long terme, et puis également prémunir, comme le mentionnait, c'est un souci qu'on a tous, comme le mentionnait Anne Courrier, prémunir les portefeuilles et donc les ayants droit contre les aléas liés au réchauffement climatique, en tout cas les aléas sur leur patrimoine, à défaut des aléas sur leur quotidien. Donc du coup, le constat qu'on a fait conjointement, c'est qu'on était à peu près tous on avait déjà pris en compte et mis en œuvre dans nos portefeuilles un certain nombre de dispositions, comme je citerai que le cas de la Caisse des dépôts, mais réduire sensiblement l'empreinte carbone des portefeuilles, exclure les sociétés productrices de charbon thermique ou utilisatrices très fortement de charbon thermique, voilà, par exemple. Et à côté de ça, on sait bien que ça ne suffit pas. Et donc, comment faire, comme on le disait tout à l'heure, comme le disait Anne Courrier aussi, finalement, si on prend un portefeuille moyen, le portefeuille représentatif aujourd'hui d'un institutionnel, ça sera probablement un portefeuille moyen de l'économie, et puisque l'économie n'est pas alignée avec une limitation du réchauffement climatique à 2 degrés ou à moins,
Par construction, un portefeuille moyen ne l'est pas non plus. Donc la question, c'est comment faire finalement, comment agir en tant que financeur et en tant qu'investisseur pour faire des choix d'investissement, de financement qui vont conduire à ce que les moyens de production évoluent dans le bon sens. Et la consommation aussi d'ailleurs. Donc comment faire? Le constat, c'est qu'il y avait manifestement sur le marché, dans les méthodologies disponibles, un certain foisonnement de méthodologies, mais aussi une certaine divergence, et on n'en a pas identifié immédiatement une qui s'imposait d'elle-même comme étant la référence. Donc, et entre finalement les modalités possibles d'action, c'est-à-dire qu'il aurait pu être de prendre un consultant expert et puis lui demander quoi faire dans chacun de nos portefeuilles, qui aurait été d'identifier une méthode et puis radicalement de transformer tous nos portefeuilles pour aller dans ce sens-là. On a retenu quelque chose de plus expérimental d'une part, et puis aussi plus lié d'autre part au mode de fonctionnement de la plupart d'entre nous, qui est de déléguer la gestion à des sociétés de gestion. Pas le cas de la Caisse des dépôts, c'est pas son mode principal, mais c'est celui de la plupart des investisseurs qui étaient présents. On s'est dit qu'il fallait se tourner vers les fournisseurs de gestion finalement et leur demander à eux quelles pouvaient être les solutions, voire même les sensibiliser fortement à cet intérêt de notre part, et puis à faire ça peut-être sous une forme expérimentale en quelque sorte, avec un engagement suffisant, mais tous 3 ans, c'est ce qu'on s'était dit, en mettant finalement de l'argent au travail, en confiant de l'argent en gestion aux sociétés de gestion qui seraient prêtes à nous faire les offres les plus innovantes, les plus intéressantes et les plus avancées, disons, en matière de prise en compte du réchauffement climatique. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de lancer un appel d'offres auprès des sociétés de gestion pour compte de tiers, en laissant, en spécifiant les dimensions financières, c'est-à-dire on a souhaité créer 3 fonds différents, puisqu'il y avait un certain nombre il y a des méthodes différentes aujourd'hui qui existent sur la place. On s'est dit que ce serait mieux d'en expérimenter plusieurs qu'une seule, plutôt qu'une seule. Et donc, on a lancé un appel d'offres, disais-je, avec comme cahier des charges portant sur 2 fonds actions et un fonds obligataire investment grade. Donc, c'était à peu près le cœur des portefeuilles. Là, on était sur la partie privée plutôt que sur la partie État. Donc, de ce côté-là, c'est le cœur des portefeuilles, on va dire, d'investissement institutionnel. Plutôt sur l'Europe, là aussi, Europe, non pas parce que les problèmes soient plus grands qu'ailleurs, mais parce que c'est le cœur de nos portefeuilles et que la question qu'on se pose, c'est ce qu'on peut faire nous. Donc, demander aux sociétés de gestion de nous proposer un processus de gestion, des méthodes, un prospectus de fonds en fait, qui répondent à un cahier des charges à plusieurs volets. Le premier, c'est évidemment d'avoir une gestion qui soit conforme aux bonnes pratiques et au degré d'exigence attendu par les investisseurs de long terme que nous sommes en matière de finance, c'est-à-dire en matière de rendement attendu, en matière de risque, et puis en matière également de ESG en général, si j'ose dire. Donc sans attendre de génération d'alpha gigantesque, mais avec, disons, un rendement risque cohérent avec la classe d'actifs. Et puis à côté de ça, un cahier des charges très spécifique sur la partie climat, en demandant donc de la créativité dans la dimension climat. Pour ça, on a mobilisé 600 millions à nous tous. Disons que ces sommes devraient normalement motiver les investisseurs institutionnels, les sociétés de gestion pour compte de tiers pour répondre, en plus du fait qu'on composait un tour de table, je vous citerai la liste tout à l'heure, un tour de table qui, je pense, représente pas mal des grands clients français des sociétés de gestion pour compte de tiers, des grands clients institutionnels du moins. Donc, en soi, c'est motivant aussi. Donc l'idée, c'était finalement de mobiliser la place de Paris, les sociétés de gestion de la place, donc leur faire prendre conscience de l'importance pour nous du sujet, leur demander d'aller assez loin dans le process, constater, nous, et apprendre finalement en examinant les propositions, et puis en retenir 3 pour se lancer dans cette expérimentation. Donc, de ce point de vue-là, si je dépasse pas mon temps, car je prends plus que les quelques mots que m'a demandé Christelle tout à l'heure, je serai bref pour les questions suivantes s'il y en a. J'aurais tout dit. La première chose, c'est qu'on a réussi au moins à mobiliser la place, puisqu'on a reçu 35 réponses, je parle de mémoire, 45 réponses émanant de plus de 30 sociétés de gestion différentes, 2 tiers à peu près sur les actions, 1 tiers sur les obligations, assez logiquement, compte tenu des encours. Et puis on a reçu des réponses qui étaient toutes fouillées et assez approfondies. On avait à cœur, évidemment, c'est le moins qu'on pouvait faire, de les regarder avec attention et de les sélectionner en y prenant du temps. Donc là, il y a eu un groupe de travail qui s'est constitué avec des investisseurs de toutes les entités, donc tout le monde y a mis du sien. Et ça nous a permis de faire un premier tri. Ensuite, comme on
ne se sentait pas, nous, experts de finance et climat. On avait vu en quelque sorte nos limitations dans la partie climat du moins lors du premier examen des modalités existantes. On a fait appel aussi à des experts pour nous conseiller, notamment à mesdames les professeurs Anna Créti et Céline Guivarch, qui travaillent respectivement avec l'école, l'Université Paris-Dauphine et l'école des Ponts et Chaussées, qui sont membres également, je crois, des groupes Finance et Climat des régulateurs. Et puis Michel Cardona de I4C, et qui nous ont fait part de leur avis sur les propos, des avis généraux, sur le fait, par exemple, au contraire de ce qu'on avait nous comme idée en tête au départ, on était assez parti sur une température de portefeuille, une sorte d'indicateur unique qui allait régler tous les problèmes. Elle et ils nous ont plutôt conseillé d'avoir des approches multicritères, compte tenu de la difficulté qu'il y a aujourd'hui à faire une bijection entre un portefeuille et puis un impact exact, enfin en tout cas une relation entre un portefeuille et un impact exact sur le climat dans 25 ans. Donc on a retenu ces idées, bien entendu. Avec leur aide, on a classé les propositions qui étaient, je l'ai dit, ça a été difficile parce qu'elles étaient globalement de très bonne tenue, et on a sélectionné donc 3 propositions qui nous paraissent de qualité, compte tenu du Covid d'une part, de ce que l'AMF était assez pointilleuse, compte tenu du fait qu'il y a pas mal de demandes, je crois, aujourd'hui autour de fonds climat, pointilleuse dans les libellés de ces documents. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, même pas mal plus de temps que prévu. Finalement, entre le moment où on a choisi et le moment où on va lancer les fonds, et en fait, les fonds sont lancés la semaine prochaine, pour ce qui concerne les fonds actions, et début janvier pour ce qui concerne le fonds obligataire. Merci Laurent. Je retiens de ce que vous venez de dire que ces approches ESG, ça peut aussi amener de l'innovation, puisque vous avez fait réfléchir un certain nombre d'asset managers sur ces thématiques-là. Donc là, on a vu un petit peu sur ces 3 premières questions la manière, parce que la réglementation apportait, la manière dont on pouvait l'implémenter dans les décisions d'investissement. Mais très souvent, quand on parle de finances durables, d'approche ESG, on nous parle très vite, vient à l'esprit le risque de greenwashing. Et là, je vais me tourner vers Emmanuel. Donc, dans ce risque de greenwashing, comment la réglementation peut-elle limiter ce risque, et comment on peut s'assurer que les démarches d'intégration s'inscrivent bien dans un objectif durable? Merci Christelle. Oui, non, c'est un vrai sujet, un sujet difficile et complexe, il ne faut pas se le cacher. C'est un sujet qui est d'autant plus important. Effectivement, on a constaté depuis plusieurs années un grand développement de produits qui affichent pour objectif d'intégrer des opportunités en matière de finances durables, ou qui affichent des objectifs durables. Il y a aussi d'ailleurs la réglementation qui va dans ce sens-là, hein. Je pense notamment à la loi Pacte, qui prévoit que les organismes d'assurance, dans leurs produits d'assurance vie, intègrent pour mettre à disposition des clients une gamme d'unités de compte dont les performances dépendent d'un certain nombre de sous-jacents verts ou facilitant la transition climatique. Et puis d'ailleurs, à partir de 2022, il y aura une palette d'unités de compte à offrir qui sera plus importante. Donc, face à l'accroissement de l'offre, avec aussi beaucoup d'affichage, là, ce n'est pas seulement une question de réglementation. C'est sans doute vrai que la comparabilité des produits est devenue complexe, que même la façon dont les produits sont proposés aux clients sont devenus aussi plus complexes à analyser, à comprendre, à identifier quels sont vraiment les supports d'investissement qui sont derrière. Et ça explique pourquoi les autorités à la fois de supervision et de réglementation ont cherché de plus en plus à essayer de mieux s'assurer de l'adéquation entre, d'un côté, les objectifs affichés et la réalité des supports investis, de permettre aux consommateurs d'avoir des résultats plus explicites sur les résultats de son investissement. Est-ce que c'est vraiment lié aux performances des actifs qui sont censés être des actifs durables?
vérifier que tout ce qui est affiché en termes d'objectifs d'investissement, bah, c'est effectivement ça qui est véritablement mis en œuvre par l'entreprise ou la société de gestion. Et puis que simplement les consommateurs aient bien toutes les informations en leur possession pour se décider et suivre aussi dans leur portefeuille l'évolution des rendements et des risques de ce qu'ils détiennent comme actifs. Alors, il y a deux types, je pense qu'on peut prendre un peu de temps pour expliquer deux types de démarches au plan à la fois européen et au plan national. Sur le plan européen, il y a déjà un certain nombre de textes qui existent et puis d'autres qui sont en développement. Au plan européen, la première chose à laquelle on pense tout de suite, c'est ce qui s'appelle la bien connue taxonomie des activités durables. C'est vrai que c'est un peu le cœur de l'activité, un peu un élément essentiel en tout cas pour permettre aux acteurs financiers eux-mêmes de pouvoir choisir je veux dire, avec raison, des entreprises et des secteurs d'activité qui véritablement répondent à des critères de durabilité et comme favorisant la transition. Cette taxonomie européenne, elle repose sur 6 grands axes, si on veut, 6 grands objectifs, dont par exemple la limitation du changement climatique ou l'adaptation au changement climatique, par exemple. Et pour qu'une activité soit compatible ou conforme à cette taxonomie, elle doit à la fois répondre à un des 6 objectifs qui sont fixés par la réglementation européenne. J'en ai cité 2, par exemple l'adaptation au changement. Et puis, il faut en même temps, cette activité, elle ne nuise pas de manière significative aux 5 autres objectifs. Et c'est sur ce point-là la mesure en quoi cette activité peut avoir des effets, des externalités négatives sur les autres objectifs, sur lesquels les autorités européennes continuent de travailler, puisque c'est là que c'est assez compliqué. Il faut trouver des critères, des indicateurs pour savoir à partir de quel moment on bascule vers des externalités qui sont vraiment dirimantes et excessivement pénalisantes pour la transition vers des économies à bas carbone. Mais en tout cas, l'objectif de cette taxonomie, globalement, hein, c'est à la fois d'offrir, comme je le disais, des instruments pour les entreprises pour qu'elles puissent investir dans les bonnes activités et en même temps permettre au consommateur, lui aussi, d'avoir un instrument qui soit objectif, qui soit la référence en Europe, qui permette cette comparabilité entre les activités et les produits selon des critères qui soient harmonisés. Ensuite, tout à l'heure, je parlais du règlement disclosure. Il y aura bientôt des actes délégués qui vont là aussi apporter un certain nombre de précisions destinées à favoriser une plus grande comparabilité entre les produits. Je pense au fait que ces actes délégués vont comporter des informations qui seront à fournir au consommateur final pour donc à la fois qu'il ait toute l'information au moment de l'entrée en relation clientèle, au moment de la souscription du produit, et puis tout au long de la vie de la relation clientèle, il bénéficie d'informations régulières sur les produits qu'il détient. Donc ça, c'est une façon, bien sûr, de réduire le greenwashing en ayant cette comparabilité qui s'adresse là des instruments qui s'adressent au consommateur final. Hein. C'est des éléments qui traitent plutôt de la question de la protection du consommateur, mais qui aident en tout cas, de manière indirecte, ou qui incitent en tout cas les entreprises et les sociétés de gestion à proposer des produits qui soient effectivement verts ou répondant à des objectifs durables et pas juste répondant à des préoccupations d'affichage. Et puis alors l'autre élément qui peut favoriser la lutte contre le greenwashing, c'est les progrès en matière de certification des produits. C'est vrai que de toute façon sur le marché, il y a déjà beaucoup de labels. Hein, il faut être clair, là aussi, c'est pas forcément une preuve de simplification malheureusement. Mais en tout cas, la Commission européenne travaille sur l'idée d'essayer d'étendre l'écolabel qui existe déjà pour beaucoup de produits aux services financiers. Et c'est un sujet sur lequel l'ACPR, avec l'AMF, travaille pour étendre cette certification aux services financiers. Puis alors, si on regarde aussi la démarche nationale, je pense que c'est important de mentionner le fait que l'autorité des marchés financiers travaille sur le sujet, et notamment elle a publié récemment une doctrine. Bon, là, je sors de mon champ de la CPR, mais enfin, disons qu'on est collègues, donc on peut parler un peu des travaux des uns et des autres. Elle a elle-même publié donc, cette doctrine qui a pour objectif de garantir une information de qualité pour les investisseurs
Je pense notamment lorsqu'ils souscrivent via des OPC, de façon à ce que effectivement, les objectifs ESG affichés correspondent bien à une vraie politique d'investissement dans ce domaine. Et puis côté ACPR, cette fois, pour les banques comme pour l'assurance, l'ACPR a décidé récemment de renforcer un peu son activité de veille publicitaire sur les produits durables. Vous savez que donc, l'ACPR a dans son mandat aussi un objectif de contribuer à la protection des consommateurs, et donc elle a engagé des travaux tout récemment pour essayer d'évaluer l'évolution du verdissement du secteur de l'assurance et de ses produits, de vérifier un peu la qualité et le contenu des messages publicitaires qui sont utilisés et la façon dont ces produits sont commercialisés. On pourra, à partir de l'année prochaine, faire une synthèse un peu de ces premiers résultats et communiquer en direction de l'industrie pour travailler avec eux et engager un dialogue sur ce sujet et permettre d'identifier des bonnes pratiques. Voilà, merci Christelle. Merci Emmanuel. Alors, quand on a abordé le sujet des greenwashing, il y a un deuxième sujet qui revient souvent sur le devant de la scène quand on parle d'approche ESG. Quand on parle réglementation, déjà, on a plutôt tendance à traduire ça comme une contrainte d'investissement, donc notamment dans la génération de performance. Donc Anne, une question pour vous. Qu'en pensez-vous? Comment faites-vous? Est-ce que la réglementation vous empêche de faire de la performance? Et est-ce que finalement la performance financière est compatible avec des approches ESG? Merci pour cette question. Donc, cette question-là, ce débat, il a fait rage au début des années 2000. Si je schématise un peu ou que je simplifie, on a deux extrêmes. On a une approche un peu idéaliste qui est de dire si je sélectionne des entreprises qui ont un comportement responsable vis-à-vis de l'ensemble de leurs parties prenantes, eh bien leur pérennité, leur activité et leur efficacité sur le long terme va se déployer. Et donc, c'est un facteur de création de richesse ou de performance sur le long terme. Et puis, à l'autre extrême, il y a l'idée que si je supprime de mon univers investissable une bonne proportion à cause de critères extra-financiers, je ne peux que faire une construction de portefeuille sous-optimale par rapport à la totalité des choix qui me seraient ouverts. Et donc, c'est une source de sous-performance potentielle. Donc, ce débat-là, il n'a jamais été vraiment tranché. Il y a eu des études académiques dans tous les sens. Même à l'époque, je ne sais pas si certains s'en souviennent, on lançait, alors de façon virtuelle, des fonds vices dans lesquels on mettait que des armes, de l'alcool, du jeu, voilà, pour prouver que la performance allait être meilleure ou pas. On ne peut rien prouver de tout ça. C'est clair que si on lance un fonds de grandes actions américaines qui exclurait sur des critères extra-financiers l'ensemble des plateformes et des grandes sociétés du digital, oui, c'est tellement, le poids est tellement important et la performance tellement extraordinaire au cours des dernières années qu'on aurait une sous-performance. Mais sur un univers large et équilibré, on a de quoi construire un portefeuille qui va avoir une performance tout à fait comparable à celle d'un portefeuille qui n'intégrerait aucun critère extra-financier. Et à contrario, certaines sociétés de gestion montrent des bonnes performances relatives par rapport à la place ou par rapport à des indices généralistes, en disant vous voyez donc que l'ISR, ça marche. Non, parce que, comme on l'explique, le fait de construire un portefeuille qui intègre des critères extra-financiers amène à s'écarter de la composition globale de l'indice et on va avoir des biais de taille, des biais géographiques, des biais sectoriels et ces biais-là, à certains moments, ils vont être source de surperformance puis à d'autres moments de sous-performance. Donc, si on veut porter un jugement, moi, c'est une question que je leur pose toujours quand ils me disent, voyez, comme ça marche bien, je leur dis, mais faites-moi d'abord une attribution de performance où vous enlevez les biais, où vous attribuez à vos biais ce qui leur revient, puis après, on verra ce qui reste. Donc, je pense que ce débat-là, il est tranché. On arrive tout à fait à construire des portefeuilles ou même des fonds ISR qui font de la rentabilité et de la performance. Maintenant, si on les compare à un indice global, on va avoir plus de volatilité dans cette performance au cours du temps. Autre anecdote, on avait construit il y a un certain temps déjà un portefeuille d'État, d'obligations d'État, et le critère qui était un peu le plus discriminant pour les séparer, c'était les questions environnementales. Et donc, ça avait conduit à enlever du portefeuille l'Italie et la Grèce, et on avait lancé ça peu de temps avant la crise des États souverains. C'est sûr que la performance relative, elle a été extraordinaire pendant 1 an ou 2, puis après, elle a été très mauvaise pendant les années où les spreads de ces États-là ont recollé au peloton. Donc voilà, je pense que ce sujet-là, il est
enfin, il faut regarder de près, évidemment, mais je pense qu'il est derrière nous un peu. Maintenant, est-ce que la réglementation est une contrainte? La réponse est oui, clairement, c'est une contrainte, mais c'est aussi un appui. Je pense que Emmanuel a été assez clair là-dessus sur ces différentes réglementations. Elles ont une grande cohérence et une logique. C'est une jungle, l'ISR, parce que ça correspond à des approches et à des valeurs, hein, autant de personnes autour de la table, autant de référentiels valeurs différents. Donc là aussi, petite anecdote, dans une vie antérieure, on avait sélectionné 5 gérants ISR sur la même classe d'actifs, et à un moment donné, on a transféré le portefeuille de l'un d'entre eux à un autre, pour tout un tas de raisons, sans lui dire d'où ça venait. Et ben, il nous a expliqué qu'il fallait qu'ils vendent la moitié des valeurs du portefeuille parce qu'elles n'étaient pas ISR. Donc, ça prouve bien que c'était compliqué de s'y retrouver, d'où la question précédente sur le greenwashing. Donc, le fait de dire, dans un premier temps, on va poser la taxonomie en disant de quoi est-ce qu'on parle? On va avoir une définition commune de ce qui est considéré comme durable ou pas. On peut reprocher que telle activité y soit ou n'y soit pas, ou qu'on exclut. C'est perfectible, ça ne va pas nous empêcher d'investir dans ce qu'on veut. Après, on justifiera et on rapportera de la façon qui va bien. Une fois qu'on a ça, qu'on est d'accord sur ce qui est qualifié de durable, eh bien, on a la révision du règlement sur le reporting extra-financier qui demande aux entreprises, là aussi, d'adopter, alors ce n'est pas des normes, mais d'adopter des communications qui nous permettent de comparer, d'avoir un univers un peu exhaustif ou représentatif sur tout ce qui est protection de l'environnement, mais responsabilité aussi sur le traitement des salariés, le respect des droits humains, etc. Que sinon, il faut se plonger dans des rapports avec beaucoup de chiffres qu'on ne peut pas mettre en relation avec celle de même une entreprise du même secteur ou de secteurs différents, beaucoup de qualitatifs, là où on a besoin d'éléments d'information un peu plus quantifiés. Et puis, une fois que ça c'est fait, on arrive au règlement, au disclosure règlement qui dit, mais une fois qu'on a ces deux éléments-là, il faut que ceux qui les utilisent, donc les investisseurs institutionnels et les sociétés de gestion, rendent compte de comment ils les utilisent, ce qu'ils en font et les conséquences que ça a. Donc, ce fil conducteur-là, il a une cohérence. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Je ne dis pas que c'est trivial et qu'il ne faut pas qu'on s'y plonge et on pourrait y passer 100% de son temps parce que c'est très, très riche et complexe en ce moment, mais c'est un cadre pour nous aider à avancer dans la bonne direction. Et en plus, c'est un cadre qui permet d'associer différentes composantes de l'entreprise. Et avec tout ça, on peut quand même aussi espérer que ça va nous permettre de trier et de pouvoir éliminer de nos portefeuilles les investissements, les acteurs, les émetteurs qui seront les perdants de demain et d'identifier ceux qui seront les plus générateurs de performance. Donc voilà, comme toujours, la réponse n'est jamais tranchée, hein. C'est à la fois une contrainte, mais aussi ça peut être une source d'opportunité. Merci Anne pour ces éléments-là. Je vais me tourner vers Laurent pour une dernière question. Alors, Laurent a déjà pas mal abordé le projet Objectif Climat. La question que j'aimerais lui poser maintenant, elle tient en fait aux objectifs qui ont été fixés, notamment entre les aspects financiers et extra-financiers. Est-ce qu'il y avait un des facteurs qui étaient plus importants que l'autre pour les gestionnaires? Et quel type d'objectifs vous avez fixé? Alors oui, désolé, j'ai un petit peu déjà répondu à cette question, mais bon, quand même, c'est vrai que pour être plus précis, sur les critères financiers, extra-financiers, comme je disais, on n'a pas demandé, enfin, on m'interdisait pas bien sûr, mais on ne demandait pas spécifiquement d'alpha, comme disent les sociétés de gestion, donc de gains relativement à un indice en matière de performance, mais en revanche, on avait demandé d'avoir, pour ce qui concerne l'aspect financier, un profil rendement-risque qui soit comparable à celui de la classe d'actifs. Et puis, on voulait également un reporting vraiment détaillé sur les dimensions ESG. On avait fixé des normes minimales d'exclusion, un principe pour aller dans le principe du do not harm qui est évoqué tout à l'heure l'intervenant de la CPR, qui était donc de dire pas de de violation des principes du pacte global, du pacte mondial, pas de société qui ferait donc du charbon thermique. Voilà, c'est ce genre de choses. Et donc c'est à partir de cette base-là qu'on demandait donc de la surperformance
je dirais, non pas de la surperformance, mais qu'on demandait quelque chose en plus, et ce quelque chose en plus, c'était donc l'approche climatique. Après, comme ça rejoint une question qui était posée tout à l'heure, et qui est une question qui est posée aussi d'ailleurs dans le chat, qui est sur le caractère scalable. Donc, est-ce qu'on peut finalement, avec une expérimentation comme celle-là, qui 600 millions, c'est un montant qui est évidemment pas négligeable, mais qui est effectivement modeste par rapport à la somme des encours des participants, est-ce que ça peut se transporter dans une gestion demain? Alors, on a donné des critères financiers qui permettent de le faire, justement, parce que notre idée, c'était de pouvoir effectivement en tirer des leçons pour demain. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne voulait pas de gestion qui aurait été focalisée sur un seul secteur, et l'astuce qui aurait consisté à dire, par exemple, bah, je vais être aligné parce que je vais aller sur exclusivement les fabricants, je ne sais pas, d'éoliennes. C'est très bien, il faut investir dans les éoliennes, dans les énergies renouvelables, mais ça ne répond pas à la problématique de l'investisseur un peu universel que nous sommes tous, qui est de savoir en général d'abord comment créer un portefeuille bien diversifié pour le bien de nos ayants droit ultimes, et puis également que financer en général dans l'économie. Donc on avait des exigences de très grande diversification sectorielle aussi dans ce domaine. Et voilà, et donc ce qui permettait finalement, ce qui a donné lieu à des réponses parfois assez innovantes. Il y a une des propositions il y a effectivement des propositions qui avaient un peu tendance à vouloir se réfugier sur des secteurs sur lesquels finalement la question ne se posait pas, ou en tout cas elle se posait, mais on ne savait pas trop y répondre, donc on faisait comme si on n'avait pas la réponse. Exemple, de choisir que des entreprises financières dans un portefeuille obligataire, en disant que bah, leur impact direct est très faible et donc il n'y a pas d'impact. C'était évidemment pas l'objet. Nous, ce qu'on voulait, c'était aller jusqu'au bout de la chose, c'est-à-dire aller jusqu'à l'impact ultime de ce qui est financé. Donc du coup, on n'a pas préféré ces propositions-là, on préférait des propositions qui se posaient la question. Il y a une qui nous a répondu en termes de budget d'un individu représentatif, d'émission d'un individu représentatif, qui a rapproché ça par exemple de ses besoins élémentaires et de ses besoins de consommation, et qui a cherché à décrire une trajectoire pour le portefeuille qui alloue finalement un budget climat pour chacun, un budget de carbone, pardon, pour chacun de ses besoins élémentaires, quitte à ce que ce soit à travers différents secteurs. Voilà un exemple de solution qui était possible. Et par exemple, pour répondre toujours à la même question de Christelle, est-ce qu'on a intérêt à exiger des gestions actives ou exiger des gestions passives? Non. On avait ouvert les deux, on a eu plus de réponses en gestion active qu'en gestion passive. Et ça nous semblait aussi intéressant, d'autant qu'un certain nombre d'investisseurs gèrent en cœur satellite avec un gros portefeuille qui peut être passif et un petit qui est actif. Et il ne faut pas ne répondre qu'à une partie du problème. Donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant aussi de prendre une gestion de type entre guillemets passive, ou en tout cas indicielle, pas si passif que ça puisque très différente d'un indice généraliste, mais fondée, c'est le cas d'une des propositions qu'on a retenues, qui est indicielle, fondée sur un indice conçu à partir des travaux du Technical Expert Group de la Commission européenne. Le groupe d'experts de la Commission européenne avait été mandaté, Expert Climat et Financier Climat avait été mandaté pour construire les règles, pour définir les règles de construction d'un benchmark qui serait aligné avec l'objectif des accords de Paris, par exemple. Alors, il se trouve que c'était sûrement plus facile pour eux de raisonner benchmark que de raisonner portefeuille. Ils ont raisonné benchmark. Ça s'applique tout à fait à la construction de portefeuille. Donc, on avait retenu cette possibilité et effectivement, une des solutions retenues a été celle-là. Et donc, si vous voulez le détail des constructions, en regardant sur le site de la Commission européenne le Paris Align le Technical Expert Group Benchmark, vous verrez le détail des règles qui sont fixées en la matière. Mais même dans ce cas particulier, on s'est dit que suivre des règles, c'était bien, mais faire de l'engagement également auprès des sociétés pour pouvoir aller plus loin et puis s'assurer qu'on ne se contentait pas de se désinvestir de certains secteurs pour aller dans d'autres, mais au contraire engager les sociétés sur leurs propres objectifs en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, et le cas échéant désinvestir des sociétés qui ne respecteraient pas leurs engagements, c'est une composante importante. Je referme cette parenthèse. Merci Laurent. Et effectivement, vous mentionnez la notion d'engagement qui est un autre pan très important dans ces approches de finances durables. Je vous remercie à vous trois pour ces échanges. Je vous propose maintenant de passer à la session de questions-réponses. Et là, je laisse la main à Pierre-Henri.
Oui, merci Christelle. Nous avons reçu un certain nombre de questions. Merci pour ceux qui les ont posées. Je pense que la première s'adresse sans doute à Anne Courrier. C'est une question qui vient de Michael Sapori et qui demande comment fixez-vous les critères extra-financiers pour les grands groupes? Et la question est de savoir si les filiales des grands groupes prennent en compte ces critères de la même manière. Et il y a une deuxième question de la même personne sur le rôle des associations de place qui interviennent sur les thématiques ESG. Est-ce qu'elles apportent des expertises qui sont utiles aux organismes d'assurance? Merci. Donc, sur la première question, c'est en effet un sujet. Tout dépend de l'émetteur qu'on considère. Si la filiale est un émetteur en elle-même, on va regarder que la filiale. Après, au niveau du grand groupe, ça va plutôt être une approche de matérialité. Je prends un exemple. Je décide que l'alcool, source d'addiction possible, nocive à la santé, je ne veux pas en avoir dans mes portefeuilles. Bon, LVMH, par exemple. LVMH a une partie de son activité sur de l'alcool. Par ailleurs, il a une politique RH de recrutement en faveur des jeunes défavorisés qui est très importante. Et puis, il a d'autres caractéristiques qui rendent le groupe intéressant d'un point de vue ISR et le groupe est intéressant d'un point de vue financier. Donc, dans ce cas-là, on va avoir une approche qui va consister à fixer un seuil. De dire cette activité dont je ne veux pas, elle représente combien du chiffre d'affaires du groupe, ou elle représente combien dans l'absolu, ou combien de son résultat financier, combien de personnes. Enfin, il faut choisir une approche et s'y tenir. Hein. Il y a eu ce débat-là quand on a, parce que c'est maintenant une exclusion quasiment réglementaire, d'exclure les bombes à sous-munitions, enfin les armements non conventionnels, de dire j'exclus quoi? Évidemment que celui qui ne fait que ça est exclu, mais celui qui fait une pièce qui ne sert qu'à ça, alors il est exclu aussi. Celui qui fait une pièce qui peut servir à ça, mais à autre chose, et celui qui le produit dans une filiale où ça représente 2% du chiffre d'affaires au total, là, on ne va peut-être pas exclure, parce que, soyons clairs, si on tire le fil jusqu'au bout, on n'investit plus dans rien, parce qu'on va toujours trouver des liens. C'est comme de dire je ne veux pas des jeux, je ne veux pas de la pornographie, je n'investis pas dans l'hôtellerie, parce que dans les hôtels, on trouve des casinos et des chaînes de télé accessibles. Donc, il y a un moment donné où il faut fixer une limite. C'est la même chose d'ailleurs aux grandes dames, parfois, ou dans le bilan de la CPR sur le sujet, ça peut être aussi questionnable de dire je proclame que j'exclus le charbon de mon portefeuille. Ça veut dire quoi exactement? Est-ce que c'est au premier euro de chiffre d'affaires, de production? Quel est le seuil? Est-ce que les seuils sont homogènes? Donc, c'est un vrai sujet, hein, et il fait partie des discussions qu'on peut avoir dans chacun des cas mentionnés. Sur la deuxième question, les associations de place, oui, elles sont utiles, ne serait-ce que, alors ce n'est pas leur seule utilité, que parce qu'en général, sur des sujets comme cela, elles associent l'ensemble des réflexions et souvent elles proposent soit des guides, soit des chartes, soit des guidelines, des trames de rapport, outre des réflexions et des groupes de travail en cours. Je prends un exemple, on sait que la plateforme d'experts va rendre normalement mi-année prochaine un rapport sur la taxonomie sociale. Nous, on souhaiterait pouvoir contribuer. Notre premier réflexe, c'est de faire le tour de nos associations professionnelles en disant est-ce qu'il y a quelque chose à faire là-dessus? Je peux rejoindre un peu, parce qu'on peut échanger avec vous, parce qu'on réfléchit toujours mieux et on formalise toujours mieux nos sujets si on réfléchit à plusieurs. Donc, indéniablement, le travail des associations de place est le bienvenu. Merci Anne. Une autre question qui s'adresse peut-être cette fois davantage à Emmanuel Rocher de la part d'un ou d'une représentante de la Massif. Pensez-vous que l'ajout d'un green factor dans le calcul du besoin en capital Solva 2 soit souhaitable? Bonsoir. Merci Pierre-Henri. Donc, alors ça c'est je sais pas j'espère que vous m'entendez tous, parce qu'on avait un petit problème de son tout à l'heure, effectivement, quand Anne terminait. Vous me dites si Pierre-Henri ou Christelle, c'est bon, ok. Donc, voilà, ce que je voulais juste dire pour répondre à cette question. Déjà, je vais répondre à la question en deux temps. C'est-à-dire que nous, en tant que régulateurs, ce dont on veut être certain, c'est qu'il y ait bien un lien, et c'est ça qu'on doit s'en assurer avec nos collègues européens lorsqu'on travaille sur ces sujets qui sont encore en cours seulement, c'est qu'il y a bien un lien entre, d'un côté, un actif vert ou brun et un degré de risque suffisamment
significatif entre les deux catégories. Est-ce que véritablement le fait qu'un actif soit brun ou vert, ça provoque véritablement une différence sensible, significative en termes de risque? Bon, on peut le penser, surtout si on se projette de manière dans le futur sur des horizons importants. Mais aujourd'hui, et ça rejoint un peu ce que disait Anne tout à l'heure, il y a encore beaucoup de problèmes de méthodologie, de données pour pouvoir mesurer ça de manière étroite. Au jour d'aujourd'hui, les méthodologies et les outils qu'on utilise nous ont pas amené à avoir une conclusion très claire sur le fait que il y avait une discrimination entre les deux catégories de risques qui était très nette sur l'impact financier. Donc, et en plus, je suis très schématique quand je dis ça, parce que les actifs ne sont pas seulement des actifs ouverts ou bruns, il y a souvent aussi cette catégorie, il y a tout un continuum, un spectre assez long, continu de degrés, on est plus ou moins conforme à des objectifs en termes de changement climatique. Donc, ce n'est pas juste deux catégories où on passerait de l'un à l'autre de manière schématique. Donc, il y a déjà cette première question qui est de savoir comment on mesure et quel impact on voit selon qu'on est sur des actifs considérés comme verts ou pas verts. Deuxième chose, pour répondre un peu plus directement à votre question, je dirais sur un plan un peu plus philosophique, même si la première étape est fondamentale. Mais disons, si on se projetait, si on arrivait à avoir une photo relativement claire de l'impact, la CPR est convaincue que les dispositifs en matière de solvabilité, ils ne sont pas là pour apporter un plus en termes d'allègement des exigences en fonds propres en faveur de telle ou telle réglementation de tel et tel secteur d'activité pour favoriser tel secteur, donc favoriser la transition en allant donner, si vous voulez, quelque part un bonus à un secteur qui serait considéré comme vert. Notre idée, c'est plutôt, normalement, on considère et on conçoit les outils, les ratios de solvabilité, comme étant là pour justement accroître les exigences en fonds propres lorsqu'il y a un degré de risque supplémentaire significatif résultant de l'analyse qu'on fait de ces actifs. Donc, on serait plutôt en faveur, non pas d'un green supporting factor ou d'un green factor, mais d'un brown penalizing factor. C'est-à-dire que si on est convaincu, si on arrive à la conclusion que certains types d'actifs sont brown et en plus sont coûteux en termes de risque financier pour les établissements, alors là, on devrait aller vers un surcroît d'exigences en capital pour ce type d'actifs. C'est plutôt dans ce sens-là que nous, on voit les choses. Mais cette vision-là, il faut être honnête, elle n'est pas forcément partagée par tous les régulateurs. C'est pour ça que, comme je vous le disais, à la fois sur la première partie, où les choses ne sont pas tout à fait claires encore, on n'a pas la photo définitive, et puis même sur le deuxième aspect, il y a encore des débats relativement soutenus. Merci. Merci Emmanuel. Je vois d'ailleurs que votre réponse a attiré une autre question. On n'aura peut-être pas le temps malheureusement de la traiter. Je voudrais demander peut-être à Laurent Deborde, c'est une question qui émane de Catherine Claus. Est-ce que vous pouvez mentionner des exemples de facteurs ou critères innovants dans les méthodologies qui vous ont été proposées? Vous l'avez déjà pas mal développé. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou est-ce que vous considérez, Laurent, que vos réponses sont déjà… Pour donner d'autres exemples que celui du Technical Expert Group, il y avait la prise en compte, par exemple, du scope 3 dans le calcul des émissions carbone, qui est un point important. Et là-dessus, les méthodes ne sont pas encore convergentes, donc c'était intéressant d'avoir des avis là-dessus. Il y avait la prise en compte des engagements explicites, et ça c'est un point important finalement, à mon sens, encore plus important que les émissions d'une entreprise aujourd'hui. C'est les émissions de cette entreprise dans le futur, donc les engagements qu'elle est prête à prendre pour le futur, notamment à travers par exemple les Science-Based Targets. Et autant ces engagements sont importants et auditables, plus c'est bien, et donc plus le gestionnaire le prend en compte. Ça me semble souhaitable, c'était le cas. Dans les autres propositions, il y avait des propositions. On a eu des propositions assez variées avec des gens qui avaient des indicateurs maison et puis d'autres qui avaient des indicateurs plutôt de référence. Je dirais par exemple le Science-Based Target, un peu universel. Il y a des gens qui avaient des approches multicritères, des gens qui étaient sur des critères très spécifiques. On a plutôt porté un choix vers le multicritère. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, sinon ce sera un petit peu long. Voilà. Merci Laurent. Je vais devoir m'excuser auprès de
Florence Picard et de Benoît Lebrun qui ont posé des questions là juste à l'instant sur le chat. On ne va pas pouvoir malheureusement les couvrir toutes. Je voudrais juste mentionner un dernier point qui a été soulevé par François Baye, j'espère que je prononce votre nom correctement. Le pouvoir politique ne se décharge-t-il pas de ses missions en attaquant la problématique du réchauffement climatique via la question du financement et des investisseurs? Je ne sais pas si l'un des panélistes veut répondre à cette question. Je vais partager mon sentiment personnel à ce sujet, qui est que non, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que le pouvoir politique fait déjà pas mal de choses de son côté, au-delà même des questions financières et qui touchent les investisseurs. En revanche, il me paraît évident, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, mais il me paraît évident que les activités financières, que ce soit celles des sociétés de gestion, des assureurs ou des banques, doivent contribuer à cette lutte contre le changement climatique. Mais peut-être que d'autres panélistes veulent ajouter sur ce point. Je veux bien Oui, très brièvement. je peux peut-être, ouais, Anne, comme tu veux. Non, je vais sans doute dire un peu la même chose que Pierre-Henri, c'est-à-dire que on peut sans doute, compte tenu de l'importance du secteur financier dans le financement des entreprises, dans l'orientation, l'accompagnement des secteurs économiques, on ne peut pas reprocher au pouvoir politique de demander au secteur financier d'accompagner cette transition et de la favoriser. C'est naturellement un peu un levier incontournable pour la transition des économies aujourd'hui. Donc, c'est sûr que c'est sans doute pas le seul levier qu'il faudrait mobiliser. Donc, la seule chose sur laquelle je pense qu'il faut en tout cas souhaiter que tout le monde soit sur la même ligne, c'est que ce ne soit pas seulement le secteur financier qui fasse ces efforts-là, que ces efforts doivent être partagés par l'ensemble des secteurs économiques. Mais c'est sûr que le levier financier est extrêmement puissant et c'est assez logique que les autorités politiques s'appuient sur le mobilisent plus que d'autres. Voilà, puis je compléterai contre mon camp. J'aimerais pouvoir dire que par pur engagement social et humain, le secteur financier spontanément serait allé vers ce réinfléchissement ou cette inflexion des investissements. On voit bien que non, et que l'accélération, elle est en ligne directe avec la réglementation actuelle. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Je dirais que c'est un double rôle du politique. Il y a un rôle côté exécutif dans ses choix d'investissement, d'agir en faveur du ralentissement du réchauffement climatique, de la limitation du réchauffement climatique, puisque dans les choix d'investissement qui sont faits par l'État, et puis du côté du régulateur et du législateur, orienter ou contrôler la façon dont des secteurs à fort enjeu vont se conduire, à la fois directement quand il s'agit des entreprises, et puis pour le futur, quand il s'agit des investisseurs. Ça me semble complètement complémentaire. Merci à vous trois pour ces compléments. Je crois que nous avons même dépassé le temps que nous étions donné au départ pour ce webinaire. Donc nous allons malheureusement devoir interrompre la séance des questions-réponses. Je voudrais adresser en conclusion mes plus vifs remerciements aux membres du panel qui ont très généreusement accepté de partager avec nous leur vue et leur expertise sur ce sujet de l'ESG qui est devenu central pour l'industrie financière et bien au-delà. Je crois que tout le monde en conviendra. Pour rester sur une note positive, j'ai l'impression que de la teneur de la discussion ce soir, la vitesse des développements et à la vitesse des développements actuels, il sera bientôt plus possible de revenir en arrière sur les changements qui sont induits pour les différents acteurs. Ce sont des changements qui vont être structurels, qui ne vont pas être temporaires. J'ai noté en particulier l'intérêt des nombreux développements réglementaires en cours, que ce soit sur les obligations d'information des acteurs de marché, la labellisation des produits, et puis les réflexions en cours sur les aspects prudentiels. On observe aussi peut-être un début de standardisation des pratiques de marché, même si c'est encore très foisonnant et en tout cas, il y a encore beaucoup d'espace pour l'innovation. Il y a sans doute beaucoup d'autres questions qui mériteraient d'être abordées plus spécifiquement. Certaines me viennent en tête, la construction de stress tests, notamment en matière de données et de définition de l'information, une comparaison peut-être entre les approches des différents pays ou des grandes zones géographiques sur ce thème, peut-être aussi une comparaison entre le secteur bancaire et le secteur assurantiel. En tout cas, vos suggestions et réactions nous permettront à l'Institut des actuaires de décider de lancer peut-être d'autres tables rondes, d'autres webinaires. N'hésitez pas à nous en faire part, si possible par écrit.
recevrez ce soir un email qui vous y invitera. Et j'espère que vous avez, comme moi, trouvé ce webinaire très intéressant. Merci encore à tous les participants et en particulier à nos panélistes. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et au revoir. Au revoir et merci Au aux revoir. organisateurs, merci à ceux qui Merci. nous ont écoutés et merci à l'Institut des Actuaires pour cette organisation. Rien à ajouter. Merci à vous tous. Merci à l'Institut des Actuaires. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.